Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pays fondateur, l'Italie va-t-elle s'isoler dans l'Union ou peut-elle au contraire devenir, c'est ce que certains espèrent, la locomotive d'un sursaut des nations en Europe? Au lendemain de la constitution d'un nouveau gouvernement dirigé par le juriste Giuseppe Conte, le Parlement doit aujourd'hui voter sa confiance à l'égard de cette coalition Ligue Mouvement 5 étoiles. Quelles sont les principales orientations de cette nouvelle majorité? Rupture ou repli après les années Renzi? On en parle avec notre invitée, la philosophe Michela Marzano, professeure à Paris Descartes. Elle est notamment l'auteure du contrat de défiance paru chez Grasset, de Le fascisme, un encombrant retour paru chez Larousse, et de Papa, Maman, le genre et moi, son dernier essai paru chez Albin Michel. Bonjour à vous, Michela Marzano. Bonjour. Ce qui arrive aujourd'hui sur la scène politique italienne, est-ce que ça vous surprend? Hélas, non, j'aurais tendance à dire, dans le sens où toute cette situation-là a été finalement préparée par les dernières années de l'autre législature, de la 17e, dont je faisais par ailleurs partie. Vous étiez députée. Donc j'ai bien connu de l'intérieur les évolutions, voire même les involutions au sein même de la gauche, du Parti démocrate. Par ailleurs, j'en suis sortie en 2016, justement parce que je ne partageais pas une vision qui n'était plus réellement une vision des gauches. Mais du coup, je sentais bien que la situation était en train de changer et qu'il y avait un consensus de plus en plus fort vis-à-vis notamment du mouvement 5 étoiles, donc c'est un peu les partis anti-système tels qu'on l'a décrit en France, d'une part pour les questions socio-économiques et pour les questions plutôt migratoires, un consensus à droite, c'est-à-dire pour la Ligue de Matteo Salvini, qui était l'extrême droite de la coalition des centres-droits qui avait été bâtie et présentée aux élections avec Silvio Berlusconi. Donc, moi, je ne suis pas, hélas, surprise par ce qui est en train de se produire, ni surprise par ailleurs par le discours qui est en train d'être terminé, prononcé en ce moment devant le Sénat, par contre, qui ne fait rien d'autre que réciter les différents points du soi-disant contrat pour les gouvernements du changement. Parce qu'en fait, la nouveauté face à laquelle on se retrouve, c'est qu'il n'y a pas un programme de gouvernement, mais un contrat, c'est-à-dire un contrat qui a été bâti entre Di Maio, qui est le leader des 5 étoiles, et Matteo Salvini, qui est le leader de la Ligue, et que Conte, c'est-à-dire le Premier ministre, est censé mettre à l'œuvre. Donc, ce n'est pas lui qui l'a défini, c'est pas lui qui l'a écrit, mais lui, il va être juste celui qui va les mettre en pratique. C'est un juriste, il va le porter, le contrat qu'il n'a peut-être pas lui-même signé à l'origine, et qui est né entre ces deux têtes de l'exécutif, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, le chef du mouvement 5 étoiles d'un côté, celui de la Ligue de l'autre. En quoi incarne-t-il aujourd'hui deux visages d'une certaine Italie, deux visages de l'Italie? Disons que tous les deux, donc la Ligue et les mouvements 5 étoiles, sont des mouvements qu'on pourrait qualifier des populistes. Alors, je sais que c'est un terme qu'on n'aime pas énormément, parce que c'est un peu un mot bateau derrière lequel il y a beaucoup de choses, mais l'idée, c'est que vraiment, il y a eu une instrumentalisation du malaise du peuple pour porter la parole à la place du peuple et faire en sorte de se présenter comme étant les représentants de ces exigences-là. Or, il y a évidemment aussi des différences entre Mouvement 5 étoiles et Ligue. La Ligue, c'est vraiment un mouvement d'extrême droite. Il faut rappeler qu'au Parlement européen, la Ligue fait partie du même rassemblement avec le Front National de Marine Le Pen. Donc il y a vraiment une entente entre ces deux personnages par rapport notamment à la question de la migration, des clandestins, etc. Après, Mouvement 5 étoiles, c'est légèrement différent, même si la chose étonnante, c'est qu'on dirait que les mouvements 5 étoiles est de plus en plus en train de se ranger face aux prises de position de la Ligue. Il y a quelques jours, c'était pendant le week-end, il y a eu un ministre du gouvernement, du nouveau gouvernement, le ministre Fontana, qui est un ministre de la Ligue, c'est le ministre de la Famille, qui a pris une position assez forte et controversée. Il a déclaré les familles, les couples gays
homosexuelle n'existe pas. Et il a bien montré, du coup, un aspect très fort de la part de ces gouvernements vis-à-vis de la conception de celle qu'ils appellent la famille traditionnelle. Voilà, les familles arc-en-ciel n'existent pas dans la loi italienne. Absolument. Il disait aussi tout particulièrement donc les homosexuels qui veulent nous dominer et effacer notre peuple, a-t-il dit, encore plus virulent par ailleurs dans cet entretien. Lorenzo Fontana, membre de la Ligue du Nord et membre de ce nouveau gouvernement comme ministre de la Famille. On peut peut-être faire juste un petit point là-dessus et après je donne la parole à Antoine Mercier parce que dans votre dernier ouvrage, Papa, Maman, le genre et moi, chez Albin Michel, Michela Marzano, vous distinguez le sexe biologique, l'identité de genre ou encore l'orientation sexuelle, mais surtout en partant de cette question du genre, vous rouvriez une réflexion sur la famille, estimant que derrière ce critère du genre se cache aussi une peur de l'homosexualité qui vient d'être donc violemment attaquée par le nouveau ministre de la Famille. C'est cette peur-là qui est traduite par ces mots en ce moment en Italie, qui l'incarne. Oui, disons qu'en Italie, la situation en Italie, elle est difficile. Quand il a été voté la loi sur les unions civiles, comme on l'appelle un peu les correspondants du mariage pour tous en France, il y a eu des très grandes polémiques. Et en particulier, on a ressorti tous les arguments de la soi-disant famille naturelle. Il n'y aurait que la famille composée par un homme, une femme et des enfants qui auraient droit de citoyenneté dans notre monde. Donc du coup, tout ce qui est autre, tout ce qui est différent, même et en dépit du fait que ça existe, c'est une réalité. Il y a beaucoup de familles homosexuelles, on ne dit pas homogénitoriales, pardon, c'est un italianisme, homoparental. Donc tout ça existe avec des enfants qui sont déjà là. Eh bien, on passe l'éponge sur tout ce qui est censé exister et qui donc est censé avoir exactement les mêmes droits que les autres. Et on reprend cette idée d'une famille naturelle, validée et acceptée par ailleurs aussi par les mouvements 5 étoiles, parce que pour moi, la chose gênante dans ces déclarations de Fontana, c'est pas tellement que la Ligue pose cette position comme étant la sienne. La Ligue l'a toujours fait, a voté contre la loi sur les unions civiles, depuis toujours insiste sur le fait qu'il existe une famille naturelle d'une part et des familles contre nature de l'autre, donc c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Autre chose, c'est la position des 5 étoiles, qui était censée avoir une position de gauche sur ces idées-là, et qui d'ailleurs avait décidé de ne pas voter la loi sur les unions civiles quand on l'a votée au Parlement, parce qu'elle n'était pas suffisamment ouverte au couple homoparental. Or, là, aucun membre du gouvernement 5 étoiles n'a pris la parole pour condamner la position de Fontana. Et c'est ça, pour moi, un problème. Parce qu'on est en train de voir, du coup, un gouvernement qui n'est pas du tout un gouvernement du changement, mais c'est finalement un gouvernement du repli identitaire auquel contribue non seulement l'extrême droite de Matteo Salvini, mais aussi les soi-disant personnes de gauche du mouvement 5 étoiles. Ou un gouvernement qui entend réaffirmer des valeurs traditionnelles et la famille en est un des marqueurs après les années de délitement, pourrait-on dire, en tout cas à leurs yeux, du gouvernement Renzi. Vous avez évoqué à demi-mot la responsabilité aussi de ces années-là à laquelle vous l'évoquiez, vous avez participé. Vous y voyez un retour de bâton ? Oui, c'est la même chose qu'on a vu maintenant en France, c'est-à-dire à partir du moment où la gauche ne fait plus la gauche et essaye de jouer un rôle de centre-droite plutôt que de gauche, il n'a plus de raison d'exister. Les mouvements auxquels on assiste en Italie, finalement, c'est un mouvement face auquel on se retrouve un peu partout en Europe. C'est-à-dire la social-démocratie, comme on l'a appelée pendant longtemps, a montré toutes ses limites. La troisième voie à la Blair n'est pas arrivée à pouvoir s'affirmer et à pouvoir construire finalement un futur qui fasse attention aux droits sociaux, aux difficultés. En Italie, encore plus qu'en France, on est confronté à un taux de chômage énorme, notamment parmi les jeunes. Au sud de l'Italie, parmi les jeunes, il y a 50% de chômage. Donc, il y a clairement des choses qui ne vont pas. Il y a clairement des problèmes. Il y a clairement une responsabilité de la gauche qui a arrêté de jouer son rôle de gauche. Cela étant, en France, on a vu à peu près les mêmes phénomènes, avec un parti socialiste qui s'est pratiquement effondré lors des dernières élections présidentielles, et un président de la République, Macron, qui a pu gagner grâce à l'idée du dégagisme. Il faut que tout le monde aille dehors parce que gauche et droite ont failli dans leurs objectifs, et avec l'idée que désormais, ce n'est plus nécessaire de parler de gauche et de droite parce qu'on est allé au-delà des idéologies. Mais c'est ça justement les problèmes. Et donc cette coalition, elle apporte des réponses à cette jeunesse ? Elle est censée apporter des réponses. Alors après, il faut voir entre les dire et les faire quelle va être la différence, parce qu'ils sont censés travailler notamment beaucoup sur les questions du travail. Or, les ministres du Travail et du Développement économique
est Luigi Di Maio, qui est le chef politique du mouvement 5 étoiles. Il se trouve par ailleurs que Luigi Di Maio, dans sa vie, n'a jamais travaillé. C'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est rentré tout de suite en politique, sans même pas avoir eu sa maîtrise. Donc c'est quand même intéressant qu'il s'occupe du travail quelqu'un qui, dans sa vie précédente, bon, il a 32 ans, donc il est jeune, n'a jamais travaillé. Mais comment va-t-il faire? Bon, il a promis de faire en sorte que les jeunes puissent à nouveau travailler. Très bien, moi j'attends de voir. Au moins que l'espoir d'un point de vue des droits sociaux puisse se réaliser, étant donné qu'en ce qui concerne les droits civils, on va vers une période assez obscure. De régression. Une question voilà, d'autre adversaire. Il faut quand même être complet, effectivement, et parler de ce programme économique, puisque vous disiez que M. Conté est en train de s'exprimer effectivement devant le Sénat en ce moment même, et il dit on veut bien réduire notre dette publique, mais avec de la croissance et pas avec des mesures d'austérité. Il ne faut pas quand même effacer l'idée que cette coalition, même si elle est un peu hétéroclite, est tout de même cimentée par la manière de dire on reprend en main notre autonomie ou notre souveraineté économique, tout en restant dans l'Europe, mais en faisant d'autres choix politiques, ce qu'annonce aujourd'hui M. Conté. Par ailleurs, on sait qu'il y a eu aussi des accords sur peut-être la tentative de ce revenu universel qui pourrait être proposition du mouvement 5 étoiles. Donc ça fait quand même, toutes ces choses-là sont tout de même des réponses à la crise sociale et économique dont vous parliez, qui sont des reprises quand même de gauche d'une vision politique qu'on ne peut pas enlever, en tout cas dans l'intention, à cette coalition. Non, bien sûr, mais moi, j'enlève absolument rien au programme, au contrat des gouvernements. Le problème, c'est que, encore aujourd'hui, moi, j'étais en train de regarder les commentaires aussi qui sont faits au discours des comptes. On a des programmes qui sont annoncés, mais il n'y a aucune réponse par rapport aux moyens qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir les atteindre. Après, que la revenu universel soit une mesure de gauche, bien évidemment. Mais on sait déjà que pour l'instant, on ne va pas en parler avant 2020. Alors, du coup, moi, je suis un peu fatiguée aussi des annonces et des slogans, parce que les premières choses qui vont être réalisées par ces gouvernements sont celles qui n'écoutent rien. La légitime défense, par exemple. Il y a quand même, par exemple, l'idée du keynésianisme, d'un retour, sortir de cette période d'austérité généralisée. Est-ce que là-dessus, vous qui étiez une députée de gauche, vous ne seriez pas favorable à cette politique? Mais moi, je suis tout à fait favorable à une politique keynésienne. D'ailleurs, la rupture avec les partis démocrates, en ce qui me concerne, ça a commencé à partir du moment où Renzi a proposé la réforme du travail avec les Jobs Act. Moi, je ne l'ai pas voté et j'ai dit ce n'est pas une mesure de gauche. Donc, évidemment que je suis tout à fait d'accord avec des mesures d'une économie keynésienne. Encore faudrait-il les réaliser, parce que ce n'est pas la position exactement qui a la Ligue. Et la Ligue avait envie d'aller au gouvernement uniquement pour des questions de sécurité, pour des questions de légitime défense, pour la question des prises en main des clandestins et des immigrés, comme continue à dire Salvini. Pour l'instant, on est juste confronté à des annonces. Après, c'est très bien. S'il va y avoir une réforme des retraites, mais moi je pense que les autres forces politiques au Parlement vont voter favorablement. La question est, y a-t-il réellement la capacité de relancer l'économie? Y a-t-il réellement les poids politiques pour aller contracter en Europe pour changer un certain nombre de traités, des traités. Donc la question, évidemment, c'est que c'est une chose d'annoncer, ce n'est une autre de réaliser, c'est une chose de vouloir mettre en œuvre un certain nombre de positions qui vont réellement aider le peuple italien et l'Italie à pouvoir redémarrer. Ça suffit avec l'austérité, bien sûr, ça on le sait depuis un certain temps, ce n'est une autre de le faire réellement. Parce que toujours dans les mêmes programmes ou dans les mêmes contrats, il y a la flat tax. Or, la flat tax, c'est une mesure qui est clairement une mesure de droite. Signifie un prélèvement des impôts au même pourcentage pour tout le monde. Ce qui va favoriser uniquement les ménages qui vont gagner plus que 80 000 euros. Ce sont les calculs qui ont été faits. Donc, quelles mesures vont prévaloir? La partie de droite ou la partie d'économie keynésienne? Et alors, cette politique économique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Italie aura la marge de manœuvre de bâtir sa propre politique économique, en tout cas, ou est-ce qu'elle va renvoyer les torts vers l'Union européenne en estimant qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une politique autonome ? Alors ça, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, il est évident qu'il faut changer quelque chose au niveau de l'Union européenne. Il est évident qu'il y a des positions qui ne marchent plus, mais pas uniquement pour l'Italie, mais aussi pour la France. Mais là, on est confronté à une situation où, dans l'Europe, on se retrouve avec les pays du Nord et les pays du Sud, en passant la France faisant aussi, elle, partie des pays du Sud. Mais on a déjà vu que
la tentative qui est faite par Macron de commencer à voir avec Angela Merkel, pour changer un certain nombre d'éléments au niveau des traités, n'a pas l'air vraiment de marcher. Alors, si Macron n'y arrive pas, moi, j'ai du mal à envisager que quelqu'un comme Di Maio ou comme Conte, parce que Conte, pardonnez-moi, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Quand j'ai dit il ne fait que répéter depuis une heure tous les différents points programmatique du contrat. Quel est le véritable problème? C'est qu'il n'est qu'un exécutant. Il est un peu comme Arlequin, servant de deux patrons, avec d'une part Salvini, c'est le titre d'une comédie de Goldoni, Arlequin servant de deux patrons, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve au milieu dans une querelle entre une position d'extrême droite et une position soi-disant de gauche. À qui va-t-il faire confiance? La voix de qui va-t-il entendre? Quelle est son autonomie? Quelle est sa capacité de médiation au sein du gouvernement? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais à partir du discours qui est en train, j'imagine, vient de se terminer, probablement, il n'a pas montré vraiment une certaine autonomie. Or, c'est lui qui va essayer de voir avec Macron et avec Merkel pour changer des points au niveau des traités européens. C'est lui qui va essayer de faire en sorte que l'Italie, même la France, après, puisse faire en sorte que l'économie redémarre et qu'il y ait une forme de croissance et pas uniquement d'austérité. Évidemment que c'est ça la solution. Mais comment? Avec quels moyens? Ça, il y a peu de chances que ça arrive, effectivement. Apparemment, pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu réformer. Donc, ça veut dire qu'on est dans cette situation un peu bloquée et qu'il y a un risque. À votre avis, je vous pose la question. Il y a un risque que cette politique se heurte effectivement à la dimension européenne et à la politique, notamment sur le plan monétaire. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait éventuellement un risque pour l'Italie de crise financière, éventuellement de décrochage de l'euro? Non, ça je ne crois pas. En fait, la situation économique italienne, elle n'est pas bonne, mais en dépit de tout, l'Italie est quand même la troisième puissance économique de la zone euro. Et il n'y a pas cette volonté, loin de là, de la part des Italiens de sortir de la zone euro et de sortir de l'euro tout court. La question qui se pose, plutôt, selon moi, c'est le fait que ce gouvernement va vite déchanter, va vite se rendre compte des limites face auxquelles il se trouve, mais surtout va vite découvrir les différences et les fractures au sein même de la majorité. Or, je ne suis pas en train de dire que dans 3 mois, on aura de nouvelles élections, non, mais je ne suis pas sûre que dans 1 an, la situation ne sera pas telle qu'on sera forcé d'aller au nouveau vote. Probablement cette fois-ci avec la conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Parce que l'autre élément très agaçant, à moins pour moi, qui suis italienne, c'est que je continue à suivre les débats de Salvini et de Di Maio, et on dirait qu'ils continuent à être dans une sorte de pérenne campagne électorale. Bon, enfin, ils sont au gouvernement, qu'ils travaillent. On attend des actes et pas uniquement des paroles contre tout ce qu'il y a eu précédemment. En sachant que, évidemment, il faut que la gauche se reconstitue, parce qu'elle n'existe plus en Italie. Il n'y a plus d'opposition pour l'instant. Oui, pardon. Non, vous y travaillez précisément, puisque vous parliez de vous. Enfin, vous en êtes où? Vous voulez aller retourner au Parti démocrate? Non, pas du tout. Pour moi, c'était une parenthèse importante, parce que j'étais au service de mon pays, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail est censé être celui d'enseigner à l'université et de travailler d'un point de vue des idées. Donc, évidemment, je ne vais pas abandonner les débats des idées, mais je ne vais plus m'y mettre avec, travailler pratiquement, c'est bon, c'était une expérience, et comme toute expérience, c'est bien aussi que ce soit terminé. Michela Marzano est notre invitée jusqu'à 13h30. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Contrat de défiance chez Grasset, de Le fascisme, un encombrant retour, et Papa, Maman, le genre et moi. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30 et pour l'heure, il est 13h15 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Michela Marzano, vous avez évoqué les différences, les divergences ou les points de divergence éventuels entre ces deux formations, ces deux mouvements. Il y a peut-être quand même une question qu'on n'a pas directement abordée et qui assurément les unit ou les rapproche, c'est la question migratoire, la question de l'immigration. En une du Figaro ce matin, crise migratoire, l'Europe sous la pression italienne. Actuellement au Parlement italien, on a entendu les annonces de Conte sur cette question-là, qui demande un système obligatoire de répartition des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Alors là, visiblement, il semble se rapprocher. Est-ce que vous pensez, comme certains l'espèrent, et c'est le cas d'une tribune, là encore, dans le Figaro aujourd'hui, que ce qui se passe en Italie peut constituer un électrochoc salutaire dans l'Europe sur cette question qui reste en permanence en suspens et qui ne se trouve pas de solution?
Alors, en même temps, ce n'est pas une nouveauté. Déjà avec Gentiloni, c'est-à-dire les gouvernements précédents, et avant même avec Renzi, les discours italiens étaient clairs. L'Italie a été laissée seule face à la pression migratoire. Donc, il faut que l'Europe prenne en charge ces problèmes. Il faut qu'il y ait une répartition plus égalitaire des migrants. Et ça, c'est vrai ou pas? Surtout, à Lampedusa, notamment. Il faut surtout changer les traités des Dublin. Oui, moi, je pense, pour répondre à votre question, que c'est vrai. Et c'est vrai pourquoi? Parce que c'est vrai que l'Italie, étant entourée par la mer, c'est le premier endroit où les migrants qui sont en train de partir et de quitter des situations très difficiles. Et évidemment, il y a des situations difficiles d'un point de vue des droits sociaux, des droits civils, des droits économiques, donc des situations compliquées, mais c'est le premier endroit où les migrants arrivent. Or, avec les traités de Dublin, on est censé garder en Italie tous les migrants qui ont mis pour la première fois les pieds sur notre territoire. Alors, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas fonctionner parce qu'il y a des endroits, si on pense à la Sicile, mais si on pense aussi aux frontières avec la France, mais aussi avec les autres pays, où la situation est très chaude. La frontière avec la France, c'est une frontière où les frontières ayant été fermées, alors c'est ça qui est intéressant parce qu'on ne fait que parler des ouvertures des frontières et de l'existence d'une solidarité en Europe, mais après quel genre de solidarité il y a vis-à-vis de l'Italie avec la fermeture des frontières françaises. Alors ça aussi, il ne s'agit pas du tout de mettre en question les choix du gouvernement français, mais il s'agit juste de nommer un fait. C'est difficile parce qu'il y a une pression qui est trop forte, qui est trop forte, et il faut rediscuter les quotas, c'est-à-dire la quantité des migrants qui vont être redistribués dans différents pays, avec évidemment une difficulté. Et quelle est la difficulté? C'est que dans beaucoup des pays européens, étant donné qu'ils ont gagné aux dernières élections des forces souverainistes, avec une idée des frontières bien clôturées, ça va être difficile à réouvrir les chapitres migrants au sein même de l'Europe. On va voir ce qui va se passer. Macron nous avait dit, en prenant la parole, quand il y avait eu les élections, nous avait dit à l'Italie, l'Italie a été laissée seule. Je ne suis pas sûre que depuis, Macron et son gouvernement aient fait vraiment quelque chose pour aider l'Italie et ne plus la laisser complètement seule. Merci. Oui, parce qu'on parle encore du Premier ministre. Il dit, par exemple, il veut mettre fin au business de l'immigration, c'est son expression. Bon, le ministre de l'Intérieur chez nous parle de benchmarking des migrants, donc ça peut se ressembler. Mettre fin au business de l'immigration alimenté par une solidarité de façade. Donc là, il vise effectivement le fait que les règles ne soient pas très claires. Est-ce que là-dessus, finalement, là aussi, vous pourriez être d'accord avec lui, indépendamment du terme utilisé? Alors non, cette question, non, parce que les termes, enfin, vous savez, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais les mots ne font pas que qualifier et dire, ils construisent aussi une certaine vision du monde. Donc il faut faire très attention aux mots que l'on emploie, parce qu'après, ils construisent aussi. Or, quel est le problème? Ça, ce sont des expressions employés et utilisés à la fois par la Ligue, mais aussi par certains hommes et femmes politiques du mouvement 5 étoiles. Il y a cette idée qu'il y a des gens qui profitent de la présence des migrants et qui font de l'argent sur leur dos. Or, moi, je trouve que c'est une propagande. Il y a eu une attaque très forte de Matteo Salvini vis-à-vis des ONG, en disant que les ONG sont aussi comme les scaphistes, c'est-à-dire ceux qui profitent de la pauvreté et des difficultés de ces gens en les jetant dans la mer. Or, le travail des ONG a été jusque-là souvent extraordinaire. Ils ont sauvé des milliers et des milliers de vies qui, sinon, on aurait perdu en plein mer. Donc, il faut faire très attention. Qu'il y ait toujours quelqu'un qui profite d'une situation difficile, oui, bien sûr, quand il y a eu les tremblements de terre, quand il s'agissait de reconstruire l'Aquila et d'autres villes italiennes, il y a eu des gens qui ont profité et qui ont fait de l'argent sur les dos des difficultés des gens. Donc, il y a sans doute aussi ceux qui profitent de cette situation difficile des migrants pour se faire de l'argent. Mais quand on est à la tête d'un gouvernement, comment peut-on utiliser ce genre d'expression? Qu'est-ce qu'il veut réellement faire? Comment veut-il les accueillir? Comment veut-il comprendre qu'il a le droit de rester en Italie et qui, en revanche, n'a pas ces droits-là? Mais alors, qui va l'accueillir? Comment les raccompagner dans les pays d'origine? Enfin, moi, je voudrais avoir une réponse à ces questions. Parce que si la réponse doit être celle de dire on les laisse mourir
dans la mer, eh ben, je suis désolée, mais je ne pourrai jamais être d'accord avec cette position-là. Michela Marzano, les mots construisent une vision du monde, vous venez de le rappeler, souverainiste, populiste, ça c'est des termes assez couramment employés pour qualifier cette nouvelle coalition. Et puis il y en a un autre mot qui revient occasionnellement, c'est celui de fasciste. Alors c'est une question qu'avait posée Hervé Gardette dans Du grain à moudre en février dernier à l'historienne Marianne Matar-Bonucci, dans le cadre de l'émission Italie, le fond de l'air est brun. Elle est professeure à l'université Paris 8, chercheuse au Centre d'histoire de Sciences Po. À cette question, l'Italie aujourd'hui, cette formation, cette coalition, a-t-elle des caractéristiques fascistes? Voici sa réponse. Ces formations-là me font penser à des formations fascistes, mais sans totalitarisme, c'est-à-dire sans volonté de transformer l'homme profondément, de refonte totale de la société. Donc, ce sont des formations nationalistes indéniablement, fascistes au sens où ils prétendent dépasser le clivage entre la droite et la gauche et inventer une troisième voie. Hein. Ça, c'était quand même très présent dans le fascisme. Fasciste aussi au sens où il y a quand même la volonté de rétablir l'autorité de l'État et un État très fort, et donc on peut imaginer que ça se fait au détriment de la démocratie, même si tous, pour le moment, se disent respectueux de la Constitution et de la démocratie. Mais ce qui peut faire peur quand même, c'est que ce sont des formations qui sont mouvantes. Je veux dire, comprendre la vie politique italienne, ça suppose de lire le journal pratiquement tous les jours, parce que sinon on manque un épisode, et les partis sont en transformation permanente. Et donc, on peut imaginer une nouvelle forme de recomposition autour précisément de ce thème-là, l'anti-Europe, le nationalisme, un État fort et la xénophobie. Et ça, à la fin, je ne sais pas si ça donne le fascisme, mais ça donne quelque chose qui ressemble. Michela Marzano, vous parlez de forces populistes, de ligue xénophobe. Agiter pour autant le drapeau brun aujourd'hui, ça vous semble être une erreur ? Alors moi, je me permets de ne pas être complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que justement les mots sont des pierres. Il y a un italien, un très grand écrivain italien qui les a qualifiés ainsi, les mots. Et moi je pense que le terme fascisme doit vraiment être réservé à ce qui a caractérisé l'Italie à un certain moment de l'histoire. Or, après qu'il y ait des raisons de s'inquiéter par rapport à ce qui est en train d'arriver, oui bien sûr, mais il s'agit de quelque chose de complètement différent. Et pourquoi complètement différent? Parce que ce sont des forces qui ont été portées au pouvoir justement par les gens, au nom de la démocratie, parfois aussi au nom de la démocratie directe. Il y a un des ministres qui va se charger des réformes constitutionnelles, qui va parler des démocraties directes. Donc c'est exactement l'envers par rapport à une position fasciste totalitaire. Après, qu'il y ait une forme de nationalisme, oui, certes. Qu'il y a beaucoup de xénophobie, oui, certes. Mais le problème, c'est que la xénophobie, elle est répandue partout en Europe. La xénophobie est présente aussi aux États-Unis. Il y a un problème avec l'altérité. Mais ça, je pense que c'est aussi le fruit d'une déconfiture de notre même capacité de penser l'identité et l'altérité. Nous avons peu à peu eu peur d'aborder l'altérité que nous avons en nous-mêmes. Nous avons eu peur d'aborder tout ce qui est différent de ce que nous connaissons. Et évidemment, après, on cherche souvent un bouc émissaire, les boucs émissaires les plus faciles à trouver, et celui qui est tout à fait différent de nous par rapport à la couleur de la peau, au credo religieux, etc. Mais le problème véritable est un problème culturel qu'il faut aborder. Justement, tout à l'heure, vous me disiez si j'avais envie de retourner travailler au Parlement. Non, j'ai envie de travailler à l'université, parce que quand je me retrouve en première, en deuxième année, des jeunes hommes et femmes qui arrivent et qui parfois n'arrivent pas à comprendre les pourquoi de leur peur. Là où la peur est toujours lancée par la peur de ce qui est autre. Et la peur de l'autre est toujours animée par la peur de l'altérité que nous avons en nous-mêmes. Je me dis que le véritable travail politique à faire pour l'avenir est un travail culturel. Il faut vraiment recommencer. Et qui ne se joue plus dans les institutions aujourd'hui. Et qui s'y joue aussi dans les institutions, parce qu'après, évidemment, si les budgets de la culture sont coupés, il va être difficile de pouvoir faire culture. Mais en même temps, moi, je pense que le véritable travail, on le fait avec les étudiants, à l'école, à l'université, à la radio, à la télévision. C'est là qu'il faut faire en sorte que l'esprit critique puisse peu à peu arriver pour faire
partie, pour faire part aussi et ou s'ouvrir aux différentes altérités pour apprendre à vivre avec. Parce que c'est ça les problèmes aussi aujourd'hui. Celle qu'on a en nous-mêmes, c'est quoi l'altérité qu'on a en nous-mêmes? Vous n'avez pas une altérité en Non, vous-même? je pose la question. Vous savez, alors là, Ça peut ne pas parler à tout le monde. Non, bien sûr, vous avez raison, mais je ne dis rien de nouveau. C'est juste Freud, quand il parle de l'inquiétante étrangeté, il nous explique qu'à chaque fois que nous avons peur de l'autre, c'est parce que cela évoque quelque chose d'autre que nous avons en nous-mêmes. Et je donne un exemple très simple. Quand on se regarde dans un miroir les matins, ça arrive parfois, moi ça m'arrive tout le temps, qu'on se voit et qu'on se reconnaisse comme étant moins beau, moins intelligent, moins sensible, toujours autre par rapport à ce qu'on aurait voulu être. Eh bien, c'est ça l'altérité qu'on a en nous-mêmes, qui est réveillée par l'altérité qui est à l'extérieur de nous.